Merci messieurs. Avant de rentrer dans vos allocations, parce que ça va très vite, on a déjà fait une demi-heure, il nous reste un quart d'heure, donc je vais vous demander où vous en êtes vraiment aujourd'hui sur vos fonds, mais quand même, je voudrais qu'on parle de l'obligataire, parce que ça c'est vraiment la trouille de tout le monde, donc je voudrais faire un petit tour de table sur l'obligataire. On a vu un truc, là, ça n'existe pas. Il faut payer aujourd'hui pour placer son argent en Suisse. Et on a même vu, je crois, j'écoutais ça sur BFM, que des gens dans les pays nordiques pouvaient emprunter à titre perso à taux négatif. Donc très faible, mais négatif. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Enfin, moi, en tant qu'Auvergnat, je ne comprends pas ça, et je ne pourrais jamais le comprendre. Donc, est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un paradigme qui va tout faire péter et qui entraînera tout le marché? C'est une situation jamais vue, évidemment, dans l'histoire. Je pense que tout le monde s'accorde à le dire. Donc, on n'a évidemment pas toutes les réponses aux questions qui sont posées. Oui, mais j'ai besoin de réponses. Voilà. Alors, qui est sur revalorisation, c'est très clair. Finalement, on n'a jamais payé aussi cher pour de la dette et les fondamentaux sous-jacents des États qui les émettent n'ont finalement jamais été aussi mauvais, ou en tout cas se sont quand même cette dernière décennie détériorés, si on voit les ratios d'endettement, les déficits publics et ainsi de suite. Donc ces valorisations ne sont pas justifiées d'un point de vue fondamental. Maintenant, que se passe-t-il au niveau mondial? Et je faisais référence à mon patron Jamie Dimon, il y a une raréfaction de la ressource obligataire. On a des banques centrales qui en achètent massivement. On a la Fed qui, malgré peut-être une normalisation de politique monétaire, reste assise sur un matelas de 4 500 milliards de dollars d'obligations. La BCE aura prochainement, d'ici un an et demi, 3 000 milliards d'euros. La Bosch dans les mêmes banques centrales japonaises dans les mêmes dynamiques. Ce qui fait qu'au niveau mondial, il y a une raréfaction de la ressource obligataire. Chez nous, que ce soit notre desk monétaire jusqu'aux gens qui gèrent des liabilities des fonds de pension, trouver des papiers, c'est vraiment des obligations, c'est très très difficile. Il y a un mismatch au niveau mondial qui est d'ailleurs très très dommageable aux fonds de pension. Mais pension. Il y a trop d'argent à un moment donné. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une bulle, mais cette bulle va être encore entretenue pendant un certain temps parce qu'il y a toujours plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est une bulle, Brice, c'est une bulle. Enfin, quand on dit il y a trop d'argent, alors on ne sait pas où le mettre. Alors je le mets là, effectivement, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est une bulle, non? Je ne sais pas si on peut parler de bulle, parce que les banques centrales sont aux manettes et jusqu'à présent, elles ont plutôt bien géré la situation. Donc, oui, nous, ça, en fait, par rapport de l'immeuble, on dit ça, mais vous savez. Non, mais jusqu'à présent, elles ont fait le boulot. Jusqu'à présent, tout. La Fed, elle a bien fait le boulot aux États-Unis. Oui. Et la BCE, elle fait le boulot aujourd'hui un peu tard peut-être, mais elle le fait quand même en Europe. Donc nous, on part du principe que les taux sur les emprunts d'État sont très bas, très très bas. Donc on a des positions short. Donc ça veut dire négatif. Attendez, très bas. Oui, quand c'est négatif, c'est une autre histoire. On pense qu'il y a plus à gagner, à perdre qu'à gagner, à être long sur les taux. Donc qu'est-ce qu'on fait sur un fonds flexible? C'est l'intérêt du débat d'aujourd'hui. C'est qu'on est short sur les emprunts d'État. Ça veut dire qu'on gagnera de l'argent si les taux remontent. Et on est long sur du crédit, notamment sur le marché américain. Où là, on a des rendements de 4-5%, notamment sur le high yield américain, qui sont a priori correctement valorisés, compte tenu des fondamentaux qui sont plutôt bons finalement par rapport à la croissance aux États-Unis. Mais sur les emprunts d'État, on estime qu'ils sont à des niveaux qui sont trop bas, et donc on est short tout simplement. D'accord, très bien, c'est clair. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que je me souviens l'an dernier, d'ailleurs, un fonds qui a très bien réussi, mais l'an dernier, on disait c'est déjà ça, on est déjà au taquet, c'est déjà fini. Et puis on a fait une année. Est-ce qu'on pourrait aller s'enfoncer dans le négatif Et alors là, avec le short, on serait pas bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Le Japon l'a fait pendant longtemps. Voilà. Donc est-ce qu'on pourrait continuer en Europe? On a l'exemple japonais. Moi, j'ai la conviction que le 10 ans allemand sera négatif d'ici l'été. Nous avons des positions longue duration, peut-être pas dans Globalicom dans la plupart de nos fonds. Je pense qu'on est à 9 points bas. Parler de négatif, c'est qu'une question presque de semaines. Je pense que la France, on verra, mais on sera peut-être pas loin du zéro ou autre. La BCE va acheter 190% de nos émissions nettes d'obligations dans l'année. On achète un truc dans un pays, alors on parle de la France, tiens, qui se dégrade quand même en termes de finances publiques. Alors qu'il y a une capacité, c'est à lever l'impôt. Alors on dit génial, les Allemands, ils ne veulent plus emprunter, donc on va chercher l'emprunter. Mais est-ce que ça peut durer aussi longtemps? Oui, comme le Japon, ça peut continuer. Ça ne pose pas de souci. Non, la différence entre le Japon et la zone euro, je pense, et on espère que c'est ce qui va se matérialiser, c'est qu'avec l'action qu'a entreprise la BCE, on va sortir du risque qu'on avait de déflation. Et ça devrait amener les anticipations de l'inflation à monter. Et on espère que les taux repasseront largement et rapidement positifs. Il ne faudra pas que ce soit trop violent, du coup. Il ne faudra pas que ce soit trop violent. Vous avez vu que, il y a la BCE, en zone euro, ce ne sera pas bien. La BCE est là, certes, mais vous avez vu que
Le FMI dit attention les assureurs. Enfin, il y a beaucoup. On sent bien que ce risque de remonter des taux un peu trop violents, ça pourrait aussi faire mal, non? Oui, c'est On sûr, conclut là-dessus. on est dans un contexte inédit, donc effectivement, on a une banque centrale qui a fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu antérieurement. Donc effectivement, la valorisation aujourd'hui, nous, elle nous semble un petit peu chère sur la partie notamment taux corps. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on a plutôt des durations en relatif ou en absolu qui sont passées négatives. Mais effectivement, le mouvement, on n'est pas capable de le jauger et de dire ça va s'arrêter à tel moment. Il y a des possibilités. On sait toujours que dans ces marchés un peu irrationnels, on a parfois des exubérances et on a parfois des distributions qui nous emmènent un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé en fait. Très bien. En tout cas, la BCE a dit qu'elle n'avait aucun problème pour acheter les 60 milliards par mois. Hein. Donc la BCE, c'est voilà. Donc on est là pour longtemps. Tant que, sauf si les anticipations d'inflation remontaient fortement et que la croissance s'améliorait, il n'exclut pas à ce moment-là, si tout va dans le bon sens, d'arrêter le QE. Hein. Okay. Mais malheureusement, malgré du QE massif au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on n'a pas vu les attentes d'inflation repartir à la hausse durablement. Et ça, c'est évidemment un problème global, ce manque d'inflation. Malgré du QE massif, c'est quelque chose qui va encore nous accompagner pendant un temps. Messieurs, merci Georges. Une batterie de questions sur maintenant. Alors vraiment, ce que nous demandent les auditeurs sur quelles sont les positions des gérants. Oui, on demande quelles sont vos positions et on va assez loin parce que jusqu'à, est-ce que vos fonds pourraient remplacer du fonds en euros? Donc vraiment. Ça dépend lesquels, là, oui, effectivement. Oui, non, mais on a un spectre assez large, mais comme il y a beaucoup de questions, on va essayer de les réfléchir un peu. Et ensuite, peut-être quelques grilles de lecture pour pouvoir comparer vos différents fonds et comparer les différentes expositions. Alors, on y arrive. Chacun votre tour. On va commencer par Brice, je ne vais pas toujours faire dans le même ordre. Hein. Aujourd'hui, au fond, quels sont vos niveaux d'exposition? Au clair, dans quel sens ça va? Parce que quels sont les niveaux? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Quelle est votre posture de marché? Et qu'est-ce que vous conseillez au fond? Parce que vous avez une gamme, donc là on peut parler de vos fonds. Sur quel fonds il faut aller? Aujourd'hui, celui qui veut prendre un risque extrêmement faible, chez nous, il va pouvoir souscrire un fonds comme Optimal Income, où il n'y a tout simplement quasiment pas d'action. Une volatilité de l'ordre de 2%, un risque extrêmement faible. On n'est pas en train de garantir le capital comme peut le proposer un fonds en euros, mais on a un risque de perte qui est extrêmement faible. Ensuite, on a le nouveau fonds, le fonds Prudent Allocation, qui est un fonds qui va monter jusqu'à 35% en actions. Aujourd'hui, on est autour de 20% en actions. Par rapport au mois dernier, enfin, c'est tout récent. Actuellement, le poids des actions... Donnez-moi l'évolution, ça intéresse tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le fonds Dynamic Allocation, c'est celui qui a le plus d'historique. On a démarré l'année avec à peu près 52% d'actions, et là, on est à 46%. Donc, on est en train de réduire progressivement la sensibilité au risque action dans les 3 portefeuilles flexibles que nous avons aujourd'hui. Et cette réduction, elle va vers le cash? Elle va vers du cash, vers des obligations corporate, vers de la devise. On aime bien aussi les devises. Hein. Oui, c'est un moteur de performance extrêmement intéressant. On a vu le dollar s'apprécier de manière extrêmement rapide. Alors aujourd'hui, vous faites quoi sur les devises, par exemple? On est aujourd'hui, par exemple, le fonds Dynamic Allocation Fund, il est à 78% en euros, parce que je rappelle qu'on gère pour des clients en euros. Donc ça laisse 22% d'exposition aux devises, notamment sur le dollar. Très bien. Gilles? Chez nous, on a des convictions aujourd'hui qui sont assez marquées sur des actifs qui sont plutôt étiquetés, on va dire, risk-on. Donc, effectivement, que ce soit les actions européennes, les actions émergentes, les actions japonaises, on est négatif taux corps euro, le high yield, le crédit. On peut focuser un tout petit peu sur les actions. Quand même, vous descendez l'exposition. Absolument. Vous dites on est focusé, mais en descendant. Mais parce qu'il faut bien comprendre les mots en ton sens. Absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'était la suite de ma réponse, c'est que comme tous ces actifs sont aujourd'hui très corrélés, et compte tenu des niveaux de valorisation, en fait, ça nous a encouragé depuis un mois et demi à réduire de manière assez significative l'enveloppe action. On a dû réduire de l'ordre de 20 points à peu près. On a gardé ce prisme. Oui, c'est significatif, mais je pense que c'est le reflet de ce qu'attendent les clients en matière de flexibilité, de capacité justement à prendre des bénéfices quand cette gestion patrimoniale dont on parlait au tout début de l'entretien, c'est un peu ça aussi, c'est être capable de prendre des bénéfices à ces moments-là. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'actifs décorrélants dans les portefeuilles. C'est aussi ça qui nous encourage justement à réduire le niveau de risque global des portefeuilles. Oui. Pas beaucoup d'actifs décorrélants. Malik, vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Oui, c'est la grosse problématique du moment, c'est de trouver des actifs totalement décorrélés qui nous permettent de contrôler, en tout cas de mieux contrôler le risque du portefeuille. Donc, comme tous mes camarades, nous aussi, on a réduit l'exposition. Vous avez beaucoup collecté, enfin comme tous d'ailleurs, on voit beaucoup de collectes sur le marché. Vous faites quoi de cet argent? Vous réduisez l'expo? Oui, après une hausse de 20% des marchés actions sur un trimestre, moi, depuis que je gère, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, il faut se poser la question. Il y a un gérant qui me disait on va faire 2 fois la mise cette année, enfin on va faire 2 années en une. Alors ça, c'est pas exclu, mais on passera par une petite correction. Ça, c'est pas exclu si vraiment on s'oriente
dans un environnement vraiment très positif sur la zone euro, où on a des révisions qui continuent à la hausse sur la croissance économique, parce que tout s'enclenche bien, les rendez-vous des entreprises sont bénéfices. Oui, 40%, c'est pas exclu à la fin de l'année, si tout s'enclenche bien. Voilà, Si la Fed arrive aussi à bien manager sa politique monétaire, en tout cas son discours, et qu'en Chine, il n'y ait pas explosion de la bulle. Voilà, si, avec des si. Mais oui, il y a beaucoup de si, mais c'est des risques qui persistent aujourd'hui. Vincent, pardon, mais pareil, vous en exposition. Non, je vais aller un peu Ah, à tiens, contre-courant. Je allez. veux dire que objectivement, on a plutôt dans la marge haute de notre exposition action. On a montante donc, hein. Oui, enfin en tout cas dans les fluctuations, on est dans des hauts niveaux en termes de poche action. Globalement, on est toujours surpondéré action et on n'a pas diminué le poids. Finalement, on a discuté aujourd'hui d'un ensemble de classes d'actifs. L'obligataire de l'aveu de tout le monde, on est sur quelque chose qui est très cher, qui ne rapporte pas. L'obligation d'action, on est sur quelque chose de moyennement cher, qui rapporte. Nous avons un objectif de trouver des dividendes, de trouver des générations de revenus. Aujourd'hui, même si je suis bear sur les actions européennes et les actions américaines, j'estime que dans les 2 prochaines années, je n'ai rien à attendre et avec de la volatilité, une correction peut-être dans le mois ou 2 qui viennent, une reprise et ainsi de suite. J'aurai un flux de rendement sur le CAC 40, sur le BEL 20, sur les indices européens qui sera compris entre 3 et 5%. Ça, je suis sûr. Mon coupon aujourd'hui, si cet été j'achète une obligation à 10 ans allemande, je suis sûr qu'avec mon taux négatif, dans 10 ans, j'aurai non seulement perdu le pouvoir d'achat avec mon inflation, et j'aurai une perte sur mon nominal. Donc aujourd'hui, c'est vrai, et c'est le paradoxe de nos articles décorrélés. Aujourd'hui, moi, je suis plus à l'aise avec mon portefeuille action qu'avec mon portefeuille obligataire. Donc, quelque part, j'ai presque envie de dire, pour dérisquer mon portefeuille, paradoxalement, j'ai peut-être plus intérêt à aller vers l'environnement action, parce que là, au moins, j'ai un flux de revenus qui va compenser la volatilité sous-jacente. C'est intéressant. Là, on voit qu'on a, chez les gérants flexibles, en fait, il y a 2 paris. Hein. Il y a ceux qui disent « j'ai gagné pas mal ». Et grosso modo, je protège un peu, hein, j'ai fait mon premier trimestre et puis j'attends de voir. Puis ceux qui disent, ce que je disais tout à l'heure, on va faire 2 années en une, donc on y va à fond, et puis il n'y a que ça au fond qui... Je ne prédis pas 2 années en une. Non. Attention, je pense qu'il faut avoir des attentes de rendement tout à fait mesurées par rapport au niveau actuel. Il ne faut pas qu'il y ait d'expansion de multiples. Je ne suis pas euphorique sur les marchés. Je dis simplement que dans les opportunités qui sont à ma disposition, est-ce que c'est prendre un risque de taux important sur les actifs survalorisés qui pourraient me coûter très cher en cas de remontée des taux, ou est-ce que c'est prendre un risque relativement mesuré d'un point de vue valorisation et d'avoir un revenu confortable pendant l'intervalle. Et là, ça, c'est le choix que nous posons. La dernière question en bas, là, peut-être, Georges. Et puis après, on a 30 secondes pour chacun pour nous dire, tiens, si votre maman devait investir, sur quel fonds elle va chez vous? Non, on nous dit effectivement, tout le monde entretient le rêve de la hausse de marché. Est-ce qu'on peut encore y croire pour 2015? Malik a répondu tout à l'heure. Il dit, mais grosso modo, est-ce qu'on a fait l'année, là? Ou 2 années en une. C'est quoi votre scénario? On a fait un très beau début d'année, effectivement. Aujourd'hui, on arrive à un point d'inflexion avec une saisonnalité des résultats qui va donner un petit peu le ton. Donc voilà, je trouve que le côté capitaliser un peu sur les gains acquis et puis attendre de voir un petit peu si ce momentum macro qu'on vient d'observer sur la zone européenne se déverse dans les résultats des sociétés, je pense que c'est assez sage. D'accord, donc c'est une bonne idée, Brice. Au fond, moi j'ai des clients aujourd'hui avec ce qu'ils ont gagné. Je ferme la boutique et je pars en vacances. Moi, je dirais simplement qu'avec l'inflation et les taux où ils sont aujourd'hui, il faut accepter simplement que pour les mois qui viennent, il faut accepter de gagner moins que par le passé. Quoi. Il faut arrêter de gérer avec un rétroviseur. Ça, c'est très, très dur. Il ne faut pas gérer avec un rétroviseur. Vous imaginez pour les gens aujourd'hui, il y a ceux qui avaient les fonds euros qui n'acceptent pas que ça baisse. Et quand vous les amenez vers du risque, ils ont tellement gagné là qu'aujourd'hui, on le voit. Et c'est très difficile. Est-ce qu'on va arriver à être sage? Eh bien, c'est ma dernière question. Chacun votre tour. À votre maman, vous lui conseillez quoi chez vous? J'avais déjà dévoilé en tout cas le sujet. Je l'ai rappelez le fond quand même. Du JP Morgan Global Income. Ma maman a presque 65 ans. Elle a finalement, et je dis nos statistiques démographiques, une chance sur 2 d'atteindre 90 ans. Donc elle a un bel horizon d'investissement devant elle, des besoins inhérents à sa tranche d'âge, des besoins en tout cas d'une vie épanouie, de voyage, de consommation et autres. Et elle a besoin de revenus complémentaires à l'heure où les systèmes de retraite traditionnels sont parfois challengés. Eh bien, les marchés offrent. Merci, je crois qu'elle va vous avoir entendu. Voilà. On la salue. Brice, pour votre maman, qu'est-ce que vous lui conseillez? Je vais lui offrir un tout nouveau fonds, un tout nouveau bébé là, qui va valoriser pour le premier jour, le 23 avril. Voilà, c'est un nouveau produit, le Prudent Allocation. Voilà, c'est ça, vous y êtes. Un produit prudent, équilibré, plein de bon sens. Très bien. Gilles? Je pourrais vous parler. Votre fonds, je pourrais conseiller effectivement mon fonds ou pour les porteurs qui cherchent effectivement un produit dans un environnement PEA. On vient de lancer un petit PEA flexible en fait à la française, qui est donc le pendant en fait de patrimoine flexible. Avec la fiscalité. Exactement.
Malik, allez, on en a 3 à choisir. On fait un panachage des 3. En plus, le dernier dynamique est PEAble depuis juin dernier. Donc Oui, voilà. j'ai vu ça. Non, mais on fait un panachage, non, allez. Vous voulez pas choisir, hein? Non, Choisir, je c'est vais pas faire renoncer. Non, c'est pas. Je Choisir, vais c'est faire des renoncer. mécontents chez mes collègues, mais celui qui a le plus de flexibilité, en tout cas, et qui peut jouer justement ces à-coups de marché qu'on attend, c'est Reactive. Très bien, eh bien merci beaucoup, on est pile on time. Georges, merci. Il y a eu beaucoup de questions, on a dû gérer, c'était une première table ronde flexible. On a appris beaucoup. Je pense qu'on va en faire une dans l'année quand même parce qu'on va avoir besoin, dans les mois qui viennent, en fonction des scénarios que nous fera suivre Malik, de comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup et comme dirait Bogdan, portez-vous bien, ou gardez-vous bien plutôt.